Hello les copains, préparez vos sacs à dos. Aujourd'hui, on part en Corse sur le GR20. On essaye de réduire notre impact carbone dans tous les domaines de notre vie et évidemment, en ce qui concerne le voyage, vous le savez, on s'était lancé dans un tour du monde sans avion et c'est quelque chose qui nous pousse au quotidien. Et cette aventure du GR20, en fait, on l'a imaginée dans une aventure encore plus grande, encore plus intéressante pour nous, puisqu'on a choisi de ne pas aller en Corse, évidemment, de ne pas prendre l'avion, mais de ne pas prendre le ferry non plus, et d'y aller à la voile. Et oui, parce que si on connaît bien l'impact CO2 de l'avion, on soupçonne moins le ferry. Et là, par exemple, sur ce calculateur de bon pote, on voit qu'un vol Marseille-Calvi, c'est 300 kg de CO2 par passager. Et pour un voyage en ferry pour la Corse, c'est 40 kg de CO2 par passager. Mais vous voyez là que si on passe en cabine, on passe à plus de 100 kg de CO2 par passager. Bah oui, on a besoin de plus d'espace sur le bateau. Et pour un voyage en voilier jusqu'à la Corse, il faut compter environ 10 kg de CO2 par passager. Ça va dépendre du vent et de combien on utilise le moteur, mais en gros, c'est pas grand chose. Et donc ça y est, là on est sur le bateau. Enfin, sur le ferry. Bah oui, c'est ça les aléas de partir à la voile et d'être soumis aux éléments, au vent, aux marées, etc. C'est que quand les conditions météo ne sont pas du tout favorables, on peut juste pas faire le trajet. Donc c'est vraiment la mort dans l'âme qu'on est monté dans le ferry pour l'aller, puisque vous savez le GR20 ça se fait en 16 étapes, nous on le réduit, on le fait en 14, donc ça veut dire déjà qu'on compresse un petit peu le temps, et sachant qu'on a déjà réservé le retour, on pouvait pas se permettre de reporter encore l'aller et de compresser à nouveau ces 180 km sur moins de jours, parce que on est sportif, on a l'habitude de faire des randos, mais il faut peut-être pas pousser. Donc c'est Sail Coop qui s'est occupé de nous réserver cette place en cabine, puisque c'est prévu quand on réserve un voyage avec eux, si jamais la météo ne permet pas d'assurer le trajet, on a toujours une place qui est réservée dans un ferry. C'est évidemment une piètre consolation, parce que nous, on aurait adoré faire ce voyage juste pour le chemin, vous savez, l'expérience, la découverte de ce que c'est de monter dans un bateau pendant 24 heures, arriver sur la Corse, ça doit être extraordinaire et j'espère qu'on aura l'occasion de le vivre au retour. Nous, vous le savez, ça fait partie de nos grands rêves, de nos grands souhaits de traverser les mers, les océans à la voile, et on est complètement novice dans le sujet, c'est-à-dire que ça aurait été notre tout premier voyage en bateau, il faut bien commencer quelque part, donc bon, allez, ce sera pas aujourd'hui, mais ce sera dans 15 jours, quand on reviendra du GR20, si jamais on revient vivant, évidemment. Toujours est-il que nous voilà, dans le bateau. Demain, on commence le GR20. Il y aura sûrement des moments de doute, sûrement des moments de grande victoire, enfin j'espère. J'espère que vous êtes prêts, je vous emmène. Bon, je vous retrouve dans la tente. Dehors c'est l'apocalypse, il y a du vent, il y a de la pluie, le temps est catastrophique. Là on vient juste d'arriver à Calanzana qui est le départ du GR20. On commence demain matin les gars. Comment tu sens ce départ David? Très bien. Très bien. T'es confiant? Il fait beau. Ça va bien se passer, on va pas abandonner. Non. Donc voilà, météo absolument catastrophique, on a donc monté la tente, on a passé l'après-midi dedans, à écouter des podcasts, on fait ce qu'on peut. On croise les doigts évidemment pour que la météo s'améliore demain. Si vous voulez, je vous fais même un petit room tour. Alors voilà l'entrée, une tente vaude comme d'hab, les chaussettes de David qui sèchent. David, hop, presque 2 mètres de long. Et le toit. Et nos incroyables matelas, sacs de couchage, nos oreillers qui ne sont en fait autres que des sacs avec nos affaires dedans, donc nos vêtements, sac à dos, et puis voilà, vous avez fait le tour de notre château pour les 15 prochains jours. On est parti! On est tout seul pour l'instant. Écoutez, au refuge, on était quand même une petite quinzaine, je pense. Mais pour l'instant, on est tout seul, on a l'impression qu'on va faire le GR20 tout seul pendant 15 jours. L'idée est plutôt sympa, même si c'est évidemment toujours sympa de rencontrer des gens en chemin aussi. Et pour l'instant, je suis la seule à faire du bruit dans la montagne. Bon, je ne vous ai quasiment rien montré de l'étape d'aujourd'hui, parce qu'on a quasiment tout fait sous la brume, mais regardez, je voulais quand même vous montrer ça.
Tu peux le montrer, David, parce que je suis pas sûre de savoir bien pointer du doigt. Non mais... Ouais, on le voit là? Attends. Là, c'est le gîte, c'est la fin de la première étape. C'est le rocher, ça. Ah merde. Refaisons, refaisons. Le gîte, il est là. Ah, le gîte est là. C'est là où on va passer la nuit. Parce que sur le GR20, évidemment, c'est interdit de dormir en dehors des gîtes et refuges. Donc voilà, après 6 heures de marche, on a fait un petit peu plus vite que ce qui était prévu. Mais bon, il ne faut pas trop se fatiguer, hein, parce qu'après, il y a encore 13 jours derrière. Mais ça va faire du bien, une petite douche froide. Et puis, enfin, regardez, c'est dans un écrin, au milieu de la montagne, ça va être magnifique, même le coucher du soleil. Hein, ça va être fou. Hein. Allez, plus que là, il reste quoi? Un petit quart d'heure à peine. Regardez-moi la vue. Ah mince, on n'arrive pas bien à voir. Si, le coucher du soleil, avec la mer Méditerranée en fond, et les montagnes au premier plan. C'est pas beau ça? Et notre petite tente, que voilà. Et le gîte que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, on va au lit maintenant. Demain, bah, va falloir encore marcher 7 heures normalement. Regardez-moi ça, cette vue à 180 degrés et la mer là-bas qu'on domine maintenant. Parce qu'on fait que monter, ça n'étonnera personne. C'est magnifique. Mais allez, on repart. Juste, peut-on faire un arrêt sur image sur ce spot du soir? Franchement. C'est pas mal, non? Elle est bonne? Elle est bonne, elle est fraîche. Regardez-moi ça. Petit lac de montagne. Enfin, en l'occurrence, c'est un fleuve, mais qui s'écoule comme ça jusqu'en bas de la vallée. On a fait attention de ne pas mettre de crème solaire, parce qu'on savait que c'est important. Pour ça d'ailleurs que David, alors qu'il fait, je sais pas combien de degrés il fait, mais je pense qu'il fait pas loin des 30, est en manche longue, c'est pour ça. C'est ça aussi, le GR20, les petites baignades dans l'eau glacée, ça fait partie du truc. Juste pour vous donner quelques news, parce que c'est vrai que je prends pas beaucoup la caméra. Là, on vient de terminer le jour 6. Pour rappel, on en fait 14 sur le GR20. C'est vrai que je filme pas beaucoup, mais c'est parce qu'on est à fond dans ce qu'on fait, que c'est difficile aussi, c'est exigeant. Donc, on se promène pas comme ça avec la caméra tout en escaladant. Enfin, non, c'est pas possible. C'est exigeant le GR20. Il y a aussi du monde à rencontrer. Enfin, je veux dire, c'est très prenant. Mais j'avais quand même envie de prendre ma caméra pour vous faire un petit récap de presque mi-parcours. C'est absolument génial. Il n'y a pas tant de monde que ça. Là, on fait les 15 premiers jours de septembre, en gros, donc il n'y a pas tant de monde que ça, mais il y a quand même un petit peu de monde, et c'est ça aussi, je trouve, qui rend le GR20 intéressant. C'est qu'en fait, vous savez, il y a 16 étapes, et on est obligé de dormir dans les refuges. Donc ça veut dire que tous les soirs, on se retrouve, on fait le petit point de la journée, de ce qui s'est passé. Donc c'est comme si on était une promotion, un peu quelque part, de tous les gens qui ont démarré le même jour. Et on se retrouve comme ça dans les refuges. Enfin, c'est vraiment très très chouette. On a passé les 4 premiers jours qui sont de loin, apparemment, les plus difficiles, notamment l'étape numéro 4 que je redoutais depuis le début, mais on l'a passée. C'est vrai qu'elle est assez monstrueuse. Quand j'y repense, j'ai des images assez monstrueuse, mais c'était quand même sympa. On a terminé, je ne pouvais plus marcher. J'avais mal aux pieds, si vous saviez. En tout cas, voilà, c'est exigeant, ça fait mal aux jambes, il faut bien penser à s'étirer. Parfois, je me fais des petits massages avec de l'huile et de l'huile essentielle de Gualteri. C'est top. Les gens sont sympas, les vues sont spectaculaires. Aujourd'hui encore, on a eu une journée mais magnifique, vraiment magnifique sur tous les plans. C'était peut-être même ma journée préférée depuis le début, l'étape numéro 6. Et puis voilà, là comme vous le voyez, la tente est montée, tout est prêt, on s'est douché, on a lavé notre linge qui est en train de sécher, tout est au point, on s'est même déjà étiré, on a mis de l'aloe vera parce que j'ai des coups de soleil sur les cuisses. On attend l'heure de manger au refuge. Il faut savoir qu'on mange très tôt hein, quand on randonne comme ça. Et là en plus c'est assez tard, le rendez-vous est à 18h30, donc c'est pour vous dire, le plus tôt qu'on ait eu c'était 18h moins 5.
Oui, oui. Mais ça nous va bien parce qu'on vit avec le rythme du soleil et finalement à 21h à peu près on est tous couchés. On se lève tôt et puis on marche le lendemain. Et on recommence. On reprend la douche, on relave les affaires, etc., etc. Bon, moi il va quand même falloir que je trouve une solution à cette coiffure avant d'aller manger ce soir. Allez, on va y aller. Baignade dans l'eau glacée de la montagne, 2e édition. Regardez ça. Depuis ce matin, on longe une incroyable rivière qui est bordée par d'énormes rochers tout blancs comme ça. Cet endroit est complètement féerique. Avant ça, on est passé dans une forêt d'aulnes magnifique. Enfin, vraiment, ce GR20, ouais, c'est bien. Regardez-moi ça comme elle est claire, cette eau. On voit tout le fond. Bon, elle est gelée par contre, hein. En direct du GR20, on est sur l'avant-dernière étape, les gars. Ça passe tellement vite cette histoire, oh là là. Ça fait quelques jours qu'on est en Corse du Sud, le terrain n'est plus du tout le même évidemment. Déjà on est moins haut en altitude. Là on est à 1600 quelque chose à peu près, et c'est vrai que le terrain est moins technique. Du coup il y a un petit peu plus de monde, c'est un petit peu chiant sur les bords. Mais du coup nos jambes sont shapées comme jamais, franchement on avance... plus aucune côte ne nous résiste. Vraiment, c'est spectaculaire à quel point le corps déjà se régénère pendant la nuit, parce qu'en général, on termine la journée, on a mal partout. Mal aux pieds, mal aux genoux à cause des grosses descentes. Et puis le lendemain matin, on enfile les chaussures, et puis c'est bon, les jambes, en fait, elles comprennent que c'est reparti, avec 10 kilos sur le dos, pour 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. C'est assez exceptionnel. Et donc là, petit arrêt pomme-pote et barre énergétique. C'est chaque fois notre objectif, puisque là on est en haut, on est sur le point culminant de la journée. Et la vue n'est pas si mal. Ça s'appelle les aiguilles de Baveda. Donc en Corse du Sud, c'est magnifique. C'est donc sur l'avant-dernière étape et on termine demain, les gars. Bon, les gars, changement de décor. On a terminé le GR20. Je viens même de me laver les cheveux après 14 jours dans la poussière avec la transpiration. Ça fait du bien, je suis une nouvelle personne. Là, on est à Calvi, à l'hôtel. On a dormi dans des draps blancs propres, hein, avec un vrai matelas qui ne bouge pas dans tous les sens quand vous vous remuez la nuit. On n'a pas eu froid. Il y avait de l'eau chaude dans la douche et personne qui faisait la queue derrière nous. On pouvait même se lever dans la nuit pour aller aux toilettes sans se tordre la cheville au milieu des rochers. Bref, vraiment, on a retrouvé du confort. On est trop content d'avoir réussi. Vraiment, cette aventure, c'était tout un tas d'émotions, de rencontres. C'était parfois difficile, mais à chaque fois, on a surmonté le truc. Tous les matins, on se levait pour passer la prochaine étape, et puis ça marchait, et puis, enfin, franchement, c'est exceptionnel. Je vous souhaite en fait de faire des aventures comme ça en itinérance avec votre sac à dos et juste vos petites gambettes pour avancer. Pas nécessairement le GR20, hein, il y en a des centaines de milliers, je pense, des chemins possibles sur la planète. Mais ouais, je vous souhaite de partir comme ça en itinérance. Ça peut être juste 4-5 jours au début et puis après 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 ans. Parce que ça permet de se reconnecter à sa propre énergie qui nous fait avancer, ça permet de se reconnecter au cycle du soleil, on vit plus du tout aux mêmes horaires en fait, forcément. Ça permet aussi de faire des rencontres extraordinaires parce que le GR20, on n'en parle pas beaucoup, enfin pas tant que ça, moi c'est pas tellement ce que j'avais lu en me renseignant sur le GR20. Mais en fait, c'est réellement, il y a un vrai côté humain très fort parce qu'on passe beaucoup de temps avec les mêmes personnes quelque part, puisque vous savez, on est obligé de dormir dans les gîtes. On ne peut pas dormir n'importe où sur le GR20 pour préserver la biodiversité, la faune, la flore qui jouxte le GR20. Et donc forcément, on est une petite bande à démarrer le même jour et puis ensuite à faire le même parcours. Et donc même s'il y en a qui vont plus ou moins vite que d'autres, le soir, on se retrouve dans le même gîte et on peut débriefer de la journée, on peut parler de nos vies et on est tous rassemblés par le fait d'aimer partir en mode un peu à la route avec son sac à dos et donc quelque part on a tous des valeurs communes, on vient tous de milieux sociaux différents, on a tous des âges différents, on vient de
parfois de pays complètement différents, mais pour autant, voilà, ça fait des beaux mix, et nous... Enfin ouais, ce côté rencontre, ce côté humain, c'était vraiment une grosse découverte du GR20. Vraiment, ça a illuminé notre GR20, c'est certain. S'il y avait eu personne, ça aurait été moins fait. Parce que voilà, on parle beaucoup du fait qu'il y a beaucoup de monde sur le GR20, etc. C'est vrai que nous, on a commencé à avoir un petit peu plus de monde dans le sud, et parfois c'était même un petit peu agaçant. Mais bon, sans qu'il y ait non plus foule, hein. Mais voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de monde, parce qu'à nouveau, ça rend l'expérience beaucoup plus riche, je pense. Voilà, donc on est bien content d'avoir terminé, en même temps un petit peu nostalgique, voilà. Un petit peu nostalgique d'avoir quitté les montagnes. 14 jours, on se l'est dit plein de fois, c'était vraiment un bon tempo, je pense. Je pense que sans rajouter trop de challenge physique, on peut descendre jusqu'à 12. Ensuite, il faut avoir envie de se pousser un peu, avoir envie de se dépasser, de se challenger. Pourquoi pas, ça dépend ce qu'on recherche. Mais nous, avec 14 jours, c'était, je pense, le bon rythme. Avec, on s'ennuyait pas trop, c'est-à-dire il n'y avait pas trop de jours où on arrivait trop tôt certaines journées, avec des étapes qui sont plus courtes. Et en même temps, on pouvait profiter réellement de tout ce qu'il y avait, donc rencontrer des nouveaux copains, se baigner dans les rivières, prendre le temps de l'instant, de profiter de la chance qu'on avait d'être là sur le GR20. Donc vraiment, moi je vous conseillerais entre 12 et 16 jours, parce que 16 jours c'est le nombre d'étapes en entier, si vous en doublez aucune. Et franchement, le faire en 16 jours, il y a une espèce de lubie un petit peu sur le GR20. Au début, tout le monde se demande tu le fais en combien de jours, etc. Et donc il y a une sorte un peu de hiérarchisation avec, on a l'impression que c'est les personnes les plus fortes, ça ressort un petit peu comme ça en fait, qui le font en moins de jours. Alors c'est sûr hein, que quand vous le faites en moins de 10 jours, c'est que vous avez envie voilà, d'afficher le côté sportif. Mais pour autant, on a rencontré plein de gens qui avaient doublé beaucoup d'étapes, qui l'avaient fait en moins de 12 jours et qui regrettaient parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de profiter assez et de prendre le temps juste de l'instant parce que c'est génial. Voilà. Nous, on a vraiment vécu une aventure absolument géniale sur le GR20, donc il ne faut pas non plus que ce soit trop court. Voilà, mais je pense vous faire peut-être, je vous demanderai ça sur Instagram, je vous mettrai une petite boîte à questions pour que vous me posiez, si vous avez des questions sur le GR20, je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus récap avec des informations qui pourraient vous servir si vous prévoyez de partir pour l'aventure, peut-être avec le contenu de nos sacs aussi, ça peut peut-être être intéressant. Bref, dites-moi ça dans les commentaires aussi, profitez-en si vous avez des questions, etc. Je vous lirai et en fonction, je ferai une vidéo si ça peut vous permettre de vous aider. Mais l'aventure, et donc cette vidéo-là, n'est pas terminée, puisque là, on part pour de nouvelles péripéties. On va traverser la Méditerranée à la voile. Vous savez que nous, c'était notre objectif de faire l'aller et le retour à la voile. On part avec Sail Coop. Mais pour l'aller, pas de chance. Il y avait une grosse tempête sur la Méditerranée, donc ils ont été obligés d'annuler le trajet et de nous faire partir en ferry. Grosse déception pour nous, mais bon, c'est comme ça, hein. On ne peut pas non plus jouer trop avec la sécurité. Mais là, ça y est, on embarque dans quelques heures. On est comme des fous avec David. L'aventure continue. On vous emmène. On se dirige vers le bateau, les gars. Ça va être quelque chose. Ça, c'est les yachts que vous voyez là. Évidemment, c'est pas là-dedans qu'on va monter, nous. Mais regardez, ils ont même une entrée privative pour les plus gros yachts. Bon, il y en a qui prennent une dernière cigarette. Il y en a aussi qui prennent une dernière glace avant d'embarquer. Je ne sais pas si c'est un choix judicieux. L'avenir nous le dira. Qu'est-ce que tu as pris du coup ? Châtaigne, caramel beurre salé et chocolat extrême. Ça sort bien. Regardez-moi ça si c'est pas beau Calvi. En chemin. Alors, est-ce que c'est celui-là qui arrive droit devant ? On ne sait pas à quoi il ressemble du coup. Normalement, on est censé pouvoir tenir à 8 ou 10 sur le bateau. Ça m'a l'air un peu petit. Mais bon, il est beau. C'était pas lui. Faut continuer à attendre. Et là-bas, un peu derrière moi, il y a des gens avec des gros sacs à dos aussi comme nous. À mon avis, ça va être des compagnons d'aventure. Ah, ça va être chouette. Mais je vous avoue que je suis quand même un petit peu stressée.
Je ne sais pas à quoi m'attendre, ça va être notre premier voyage à la voile et en fait j'espère que ça va bien se passer puisqu'on a prévu quand même d'en faire beaucoup, des voyages à la voile. Puisque c'est comme ça qu'on a prévu de traverser les mers et les océans, donc il y a intérêt à ce que ça nous plaise. Donc voilà, un petit stress, mais surtout beaucoup d'excitation. J'ai hâte. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, regardez-moi cet incroyable bronzage de randonneuse. Les chaussettes montantes comme ça, c'est pas beau? C'est celui-là là-bas. Allez, let's go. Donc en fait, c'est un voilier de 15 mètres avec 5 cabines. Et là, inspirez un grand coup et écoutez le bruit des vagues. Et puis le soleil a commencé à décliner. On est allé s'asseoir à l'avant du bateau, il y avait comme un sentiment de toute puissance et puis en même temps d'humilité totale face aux éléments, face à cette mer immense, au vent qui gonflait les voiles, au soleil qui tombait. Je suis restée toute seule à l'avant du bateau avec Marie pour regarder le soleil se coucher et on s'est dit toutes les deux qu'on était très émues. Et en prime, on a même vu le légendaire rayon vert. Bon, ça y est, on est à Saint-Raphaël, on a atterri sur le continent, enfin à Méry plutôt. J'ai rien pu vous filmer à l'intérieur du bateau parce que c'était tout petit. On était 10 sur ce petit bateau, donc j'avais pas non plus envie de déranger tout le monde en filmant. C'est aussi un petit peu intimidant, j'avoue, de filmer devant tout le monde. Et puis c'est aussi que je ne pouvais pas m'isoler dans notre cabine puisque ça a bougé pas mal. Il y avait quand même pas mal de grosses vagues à partir du soir. Et comment vous dire que rester plus de 10 secondes à l'intérieur de la cabine, c'était le vomi assuré. Mais on est arrivé, on n'a pas coulé, on est encore en vie et c'était génial, malgré quelques vomito à notre actif. Ça fait partie de l'expérience, hein, je pense, le vomito. Et puis surtout que voilà, à nouveau, les éléments étaient déchaînés. Peut-être pas à ce point. Mais non, mais apparemment pour un baptême comme ça tanguait quand même pas mal. Donc on a des circonstances atténuantes. Mais c'était quand même absolument génial. Hello, me revoilà, les vacances, c'est terminé, on est rentré au Portugal, on aura donc survécu au GR20, à la traversée de la Méditerranée à la voile. C'était quand même de belles vacances. De belles vacances pleines d'aventures qui présagent aussi plein de choses, parce que nous, cette traversée à la voile, c'était notre toute première. Et vous savez à quel point ça fait partie de nos envies en fait, de voyager à la voile, de traverser les mers, les océans, et donc de commencer à apprendre la navigation. Enfin, ça nous a mis un premier pied sur le bateau, on va dire, et ça nous a donné plein d'envie. Même si, je vous l'ai dit, on a eu le mal de mer. Mais bon, c'était normal, hein, ça secouait beaucoup. Je voulais terminer cette vidéo en répondant à vos questions au sujet de la traversée, justement, parce que je vous ai permis de me poser des questions sur Instagram et vous avez été beaucoup à m'en poser. Donc voilà, je me disais que ça clôturerait bien cette vidéo, que ça pourrait peut-être vous permettre à vous aussi de vous lancer. Donc pour faire un petit récap, on est donc parti avec Sail Coop qui organise du transport de voyageurs à la voile. David et moi, on est tous les deux sociétaires, on a même investi un assez gros montant, enfin évidemment, tout est relatif, mais pour nous, on va dire que c'est un assez gros montant, parce qu'on y croit au transport de voyageurs à la voile. À vrai dire, nous, on veut se déplacer comme ça, et on aimerait bien que tout le monde ait envie de se déplacer comme ça, parce que évidemment, non seulement c'est une bonne solution d'un point de vue écologique, mais c'est aussi une incroyable solution individuelle, enfin c'est une aventure en soi. Passer 24 heures sur un voilier, c'est une aventure absolument extraordinaire et vous l'avez vu dans les quelques images que je vous ai laissées là, mais voilà, c'est évidemment décuplé quand on est sur le bateau. La traversée dure en général un petit peu moins de 24 heures. Nous, il y a eu beaucoup de vent, hein, vous l'aurez compris, donc on a mis un peu moins de 20 heures. On est allé vite. Parce que c'est ça, hein, finalement, de voyager à la voile, c'est qu'on est tributaire des éléments. Parfois, sur la traversée, ils sont obligés d'allumer le moteur parce qu'ils peuvent pas non plus se permettre que la traversée dure 3 jours. Hein. Et parfois, comme avec nous, le vent souffle à fond et le bateau va plus vite.
c'est comme ça. On peut pas, quand on voyage à la voile, on peut pas donner précisément des horaires, à la fois des horaires de départ, parce qu'ils sont susceptibles de les faire changer, voire d'annuler la traversée. Hein. Vous l'avez vu avec nous, on n'a pas pu faire notre traversée à l'aller à cause d'une très violente tempête qui a sévi pendant 3 jours en Méditerranée. Heureusement, je peux vous le dire, qu'on n'était pas sur le bateau à ce moment-là. Mais voilà, on peut pas prévoir non plus exactement l'heure de retour. Donc si on veut coupler avec un train ensuite, il faut se laisser une petite marge. On m'a demandé combien ça coûtait le voyage. Ça, c'est une excellente question puisque c'est clairement pas le même budget de voyager en ferry et de voyager avec Sail Coop. Clairement pas. Clairement, tout le monde ne peut pas se permettre de payer ce prix-là. Surtout, enfin, il me semble qu'une place en ferry, ça vaut, quand on est tout seul, donc juste avec son sac à dos, quand on n'a pas de voiture ou quoi que ce soit sur le bateau, il me semble que c'est entre 20 et 30 euros. Donc c'est pas très cher d'aller en Corse avec le ferry. Quand on veut une place sur un voilier de Sail Coop, c'est plus autour de 200 euros. Donc on peut multiplier par 10 à peu près le prix du billet. Donc vous voyez que c'est pas pareil. Et moi j'espère qu'à terme, quand le transport de voyageurs à la voile va se développer, et ben les prix vont devenir plus accessibles. Peut-être qu'il y aura des bateaux plus grands, donc la possibilité de faire des voyages avec plus de voyageurs d'un coup. J'espère qu'à terme ça pourra être accessible à plus de monde. Mais voilà ce que ça coûte aujourd'hui. Après, si on veut traverser la Méditerranée à la voile avec un budget beaucoup plus serré, il est toujours possible de faire du bateau stop. Il y a des sites qui existent comme la Bourse aux équipiers et d'autres. On peut aussi directement se rendre dans les ports, chercher des skippers, etc. pour faire le trajet, en échange de, par exemple, faire la cuisine sur le bateau, participer au car la nuit. Enfin, voilà, il y a plein de systèmes qui existent. Mais c'est vrai que Sail Coop, ce qu'il y a de bien, c'est que ça rend cette traversée à la voile plus facile. C'est-à-dire qu'il y a juste à se connecter sur le site et vous réservez. Il y a des traversées tous les jours pendant toute la saison. Ça dure du printemps jusqu'à l'automne. On a toutes les informations par mail. Si jamais il y a un problème, on est en contact téléphonique avec soit un skipper, soit une personne de l'équipe. Tous les repas sont compris, donc que ce soit le dîner, il y a des petits encas tout au long de la traversée, le petit déjeuner, voire même le déjeuner si jamais le trajet empiète sur l'heure du déjeuner. En fait, Sail Coop, c'est un petit peu comme un ferry, mais à la voile. C'est-à-dire la facilité du voyageur qui n'a pas envie de se poser trop de questions, de passer trop de temps au port à chercher un skipper, de prendre le risque aussi de voyager avec un skipper qu'on connaît pas. Quelque part en passant par Sail Coop, on est sûr et certain que les skippers ont beaucoup d'expérience, que c'est des gens en qui on peut avoir confiance, etc. Nous, par exemple, notre skipper, enfin le capitaine du bateau, c'était... il a fait des aventures extraordinaires, ça fait 30 ans qu'il fait ce métier-là, 40 ans qu'il voyage, dont 8 ans sur un petit 7 mètres partout dans le monde, au milieu de tempêtes avec des vagues de 15 mètres, etc. Enfin, il nous a raconté tout ça, c'était passionnant. On m'a demandé combien de temps il fallait réserver à l'avance. Ça, je suppose que ça dépend des moments. Je suppose qu'il y a moins de trajets quand c'est... le printemps et puis la fin de l'été, comme d'habitude, c'est toujours la même chose, et que la majorité des voyageurs se concentrent sur juillet-août. Donc forcément, si vous visez cette période-là, il faut essayer de réserver suffisamment à l'avance pour être sûr d'avoir des places. Sur les bateaux, il y a 8 voyageurs plus 2 skippers, donc vous voyez, c'est quand même un équipage assez réduit finalement. C'est ce qui rend, moi je trouve, l'aventure vraiment chouette, c'est qu'on peut... apprendre à connaître les gens qui sont avec nous pour cette mini-aventure, ça c'est vraiment chouette. Il y a quelque chose d'assez intime en fait qui se crée. Moi par exemple, cet incroyable coucher de soleil que j'ai vu, je l'ai partagé avec Marie, qui était une voyageuse avec nous. On était assises toutes les deux sur le devant du bateau et on a vu toutes les deux le rayon vert. On est les deux seuls à l'avoir vu parce qu'on regardait à ce moment-là et on était hyper émus d'avoir partagé ça toutes les deux. Et ouais, ça fait ce côté humain, ce côté intime tout d'un coup, où on est dans la même galère, c'est le cas de le dire, ça fait vraiment partie, je trouve, de la beauté du truc. Beaucoup de questions sur le mal de mer. Alors, bon, vous l'aurez compris, on a tous les deux vomi et on n'était pas les seuls. En gros, à peu près tous les voyageurs, nous 8, on a été malades, mais parce qu'il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de houle, ça bougeait beaucoup en fait. Ça, on peut pas savoir parfois. La mer est totalement plate et il disait quand la mer est plate comme ça, parfois j'arrête même le bateau et
enfin pour que les voyageurs puissent sauter dans l'eau et pour nager quoi, enfin la chance. Donc voilà, au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est normal. C'est normal d'avoir le mal de mer, et surtout, enfin nous, en tout cas pour nous 8, ce mal de mer il s'est déclenché à la nuit tombée, quand il faisait vraiment nuit et qu'on n'avait plus aucun repère visuel sur lequel s'accrocher. Vous savez, en général on dit concentrez-vous sur l'horizon, parce que ça reste une ligne, et en fait pour notre cerveau finalement elle bouge pas tellement cette ligne, donc ça permet de, enfin, je sais pas exactement quels sont les phénomènes, mais en tout cas ça permet de stopper le mal de mer, ou en tout cas de le limiter. Mais la nuit, il n'y a plus grand chose à regarder. Alors en général on conseille de regarder les étoiles, mais là en fait le problème, ce qui nous a tous mis dedans, c'est qu'il fallait qu'on cuisine. Donc en fait je vous ai dit que tout était compris, donc certes, tous les ingrédients étaient là, mais en revanche il fallait que ce soit nous qui cuisions le riz, on a fait une petite ratatouille, il y avait une salade de tomates et concombres en entrée, et tout ça, il fallait le cuisiner. Et pour le cuisiner, comme c'était la nuit tombée, il fallait qu'on aille dans la soute, et dans la soute, ça tangue. Donc voilà ce qui nous a tous mis dedans. Mais ça fait partie du truc. Franchement, alors c'est vrai que quand on est dans le mal, on préférait être ailleurs, hein. Mais ça a fonctionné pour nous tous. À partir du moment où on a commencé à se sentir mal, on nous a dit allez vous allonger pour dormir. Et donc là, on nous a révélé un secret que je m'apprête à vous donner. On nous a dit donc une fois que vous êtes allongé, là vous fermez les yeux, vous essayez de dormir, et pour essayer de dormir, vous ne luttez pas contre le bateau qui tangue, contre les mouvements du bateau. Vous les embrassez. Vous tanguez avec le bateau. C'est le capitaine qui nous expliquait que si on se crispait contre les mouvements du bateau, on risquait de pas réussir à dormir. Alors qu'effectivement, David et moi, on s'est endormis tout de suite, et on se réveille le matin, et c'est merveilleux, parce qu'on se réveille dans notre petite cabine de voilier, et on se dit qu'on a traversé la Méditerranée pendant la nuit, et c'est fou. On me demande pour les chiens et les bébés, j'en doute fort. Et franchement, même les enfants... Attendez, je vais aller vérifier directement sur le site. Franchement, je doute, parce que... Bon, alors évidemment, il y a le mal de mer, hein. Donc, je pense que les animaux, c'est mort, malheureusement. Mais pour les enfants, comme je vous dis, non seulement il y a le mal de mer, mais il faut aussi pas tomber dans l'eau. Ça fait partie des premières choses qu'on nous dit. On nous donne, vous savez, une sorte de gilet de sauvetage, et puis on nous donne tout plein d'indications pour ne pas qu'on tombe dans l'eau, et si jamais on tombe dans l'eau, ou que quelqu'un tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a quand même plein d'informations au tout début sur ce sujet-là, pas très rassurantes, je dois vous l'avouer, et c'est vrai que quand vous êtes sur le voilier, bah, ça tangue, donc quand vous voulez vous rendre par exemple sur le devant du bateau, il faut vous tenir, et je me dis qu'avec un enfant c'est peut-être un peu dangereux. Ah non, mais écoutez, je vous dis ça, mais là je suis en train de voir dans la FAQ de Sail Coop, et ils disent que les enfants sont acceptés et qu'il y a même un tarif réduit. Acceptez-vous les animaux à bord? Nous ne pourrons pas embarquer les animaux sur les traversées vers la Corse, mais nous les autoriserons probablement sur les courtes distances, continent, îles proches, parce que là ils sont en train de développer d'autres trajets, notamment vers Porquerolles, mais aussi d'autres petites îles comme ça qui sont plus proches. Donc là, a priori, on pourra amener les animaux. Alors, je reprends vos questions. Et au niveau de l'organisation sur le bateau, il y a 4 cabines pour accueillir les 8 voyageurs. Nous, on était 3 couples et 2 personnes seules. Donc chaque couple avait une cabine, et les 2 personnes seules étaient dans une cabine avec un lit superposé. Il y avait donc le pont où on pouvait tous s'asseoir, et puis la soute. En vrai, ça avait l'air gigantesque. C'était un voilier de 15 mètres, donc pas si grand. Mais pourtant, quand vous êtes dedans, personne ne se marche dessus, quoi. C'est assez étrange. Même la soute paraît immense. Et je vous dis la soute depuis tout à l'heure, mais c'est pas ça le jargon, on est d'accord, hein. Comment on dit? La cale, non? La cale du bateau? Vous voyez, j'ai encore des choses à apprendre sur la navigation. Pas mal de questions aussi sur est-ce qu'il faut savoir faire de la navigation? La réponse est non. On peut être totalement noob comme nous, et partir sur une traversée avec Sail Coop. Moi, c'est ça que je trouve génial aussi. Je suis même assez contente finalement que notre première traversée à la voile se soit passée dans ces conditions-là, parce que c'est vrai que quand on part avec du bateau stop, ben on attend de nous quelque part quand même d'aider, de prêter main forte, etc. Donc c'est quand même pas mal d'avoir déjà passer un peu de temps sur le bateau, parce que pour faire du bateau stop, c'est même mieux de savoir déjà un petit peu naviguer, donc d'avoir
déjà quelques connaissances de la voile, de la barre, etc. parce qu'on va vous prendre beaucoup plus facilement si vous pouvez prêter main forte, voire aider carrément à la navigation. Forcément, vous êtes quelqu'un d'assez intéressant finalement si vous pouvez seconder les skippers qui sont déjà sur le bateau. Donc voilà, il n'y a aucune connaissance à avoir. En revanche, on peut demander à participer à quelques manipulations. Moi, je sais que David a directement fait la demande, donc il a fait 2-3 trucs pas suffisamment à son goût. Ça, c'est peut-être aussi dommage. Peut-être que Sailcoop devrait un petit peu plus développer ça. Mais en fait, je sais que voilà, c'est une entreprise qui n'a que 2 ans. Et il me semble que ça ne fait que 2 ans qu'ils transportent les voyageurs jusqu'à la Corse. Donc voilà, c'est une expérience qui se construit encore. Donc il faut pas hésiter à leur faire des retours pour qu'ils puissent s'améliorer. Mais c'est vrai que ça, c'est un retour qu'on va leur faire. Le fait de pouvoir participer davantage aux manipulations, ça pourrait être chouette. Puis voilà, la majorité du trajet se passe à l'extérieur, on discute. Mais il y a beaucoup de silence aussi parce que c'est quand même assez extraordinaire de voyager à la voile. Parce que vous avez le bruit des vagues et de temps en temps un petit peu le bruit de la voile, mais c'est tout. C'est très reposant. C'est très reposant comme bruit. Donc finalement, on n'a pas tant parlé que ça. On a évidemment fait connaissance et on était bien tous ensemble, mais il n'y a pas eu... c'était plus méditatif qu'autre chose. On pouvait rester assis sur le pont, on pouvait aussi aller s'asseoir devant, c'était vraiment comme on voulait. On pouvait aussi rester dans nos cabines si on en avait envie, mais bon, encore une fois, il faut avoir confiance en son non-mal de mer pour rester dans sa cabine. On a eu du jus de fruits, on a eu de l'apéro, le dîner qu'on a dû donc préparer. C'était tout bio, ça c'était vraiment une super surprise, tout était bio. Puis on est tous allés dormir, c'est les 2 skippers qui ont assuré l'écart pendant la nuit. Bon, et moi il va falloir que je me dépêche de terminer cette vidéo puisque je ne sais pas si vous le voyez, mais la lumière s'en va. La lumière s'en va. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Est-ce que c'est réalisable en famille, 2 adultes et 3 grands ados? Yes, c'est carrément réalisable et ça doit même être trop chouette. Ah oui, ça j'ai pas répondu. Avez-vous vu certains poissons comme des dauphins? Oui, on a vu des dauphins, on en a vu plusieurs fois, même qui ont sauté dans l'eau. Apparemment, on n'a pas eu de chance. Moi, j'étais déjà hyper contente d'en voir, mais il avait l'air de nous dire que d'habitude, on voyait beaucoup plus les dauphins, c'est-à-dire qu'ils jouaient autour du bateau, ils restaient beaucoup plus longtemps à côté du bateau, et on peut même voir des rorquals, c'est des baleines, il y a des baleines en Méditerranée. Il disait que c'était... en fait c'est très fréquent de voir des dauphins ou des baleines quand on se promène sur un voilier en Méditerranée. Donc écoutez, oui, ça fait partie de l'expérience. Ouais, c'est chouette. Est-ce que c'est confortable pour dormir? Oui, vraiment, on a super bien dormi. Donc c'est carrément confortable. Quand on a des allergies alimentaires, il n'y a aucun problème parce que ça, ils nous le demandent à l'avance. Au moment où on réserve, on peut donner nos allergies, nos régimes alimentaires. Nous, par exemple, on avait signifié qu'on était végétarien. Donc, je sais pas si c'est pour ça que notre repas était 100% végétarien pour tous. Mais voilà, en tout cas, on avait pu le préciser. Tout le monde demande si on a vomi, si on a eu le mal de mer. Est-ce qu'on peut réserver ce site pour des traversées en voilier vers d'autres îles? Alors oui, comme je vous le disais, des petites îles françaises. Mais là, la question était pour l'Islande. Non, pas encore. Mais moi, vous savez, si je crois autant en Sailcoop, c'est parce qu'ils ont aussi organisé une transatlantique avec des voyageurs, avec un plus gros bateau. Et en fait, à terme, moi, je voudrais que Sailcoop se développe, qu'il y ait plein de nouveaux voyages proposés, plus de transatlantique. À terme, j'aimerais bien répondre oui à cette question. Oui, c'est possible d'aller en Islande à la voile. Bon, je suis allée allumer la lumière parce que là, clairement, vous commenciez à ne plus me voir. Donc, désolée pour cette lumière un peu jaune. On va terminer avec ça, les gars. Est-ce qu'il y a des moments où ça fait peur? Très bonne question, parce que moi, je suis le genre de personne froussarde. J'ai peur d'à peu près tout. Et je n'ai pas eu peur du tout. Même quand j'ai commencé à sentir que mon estomac commençait à ne plus être très stable, que le vent commençait à souffler fort, que le bateau était bien penché, qu'il y avait de la houle, etc. À aucun moment je n'ai eu peur parce qu'en fait je faisais totalement confiance aux 2 skippers qui étaient là.
Vraiment, je ne l'explique pas, mais je n'ai pas du tout eu peur. Comment se rendre sur le GR20 une fois arrivé à la voile? Pas trop compliqué pour bouger sans voiture. Alors nous, on était censé arriver à Calvi, et à Calvi pour aller à Calanzana, ça se fait assez bien. Il y a un bus direct. Je sais que d'autres personnes l'ont fait en stop et que ça se fait bien aussi. Bref, c'est facile. Non mais sinon là je suis sur le site et en fait je vois qu'ils vont organiser une transatlantique Méditerranée, Canaries, Antilles. Départ de Toulon le 5 novembre 2023 les gars. Date d'arrivée estimée le 9 décembre. Un mois de traversée, 33 jours il prévoit. Ah oui, avec 3 jours d'escale. Ah non, mais c'est avec un voilier de 15 mètres, hein, quand même. Non, ça reste un petit bateau avec, pareil, 8 passagers. Le même genre de bateau que... Ah, mais c'est le Belle Aventure, d'ailleurs. Oh, mais ça, c'est drôle. Le Belle Aventure, c'est le bateau avec lequel on a fait la traversée, nous. Ah là là. Bon, ben voilà. Si vous voulez aller en Amérique, et que vous voulez arriver le 9 décembre. Bon, après, voilà, hein, le prix, c'est 6 000 €. Allez, sur cette incroyable lumière jaune, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie, peut-être, de partir à l'aventure avec un sac à dos et à la force de vos petits mollets pour aller escalader. Pas forcément le GR20, hein. Il y a plein d'autres GR tout aussi extraordinaires partout. Et que ça vous aura peut-être donné aussi l'envie de traverser les mers et les océans à la voile. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.